je leur ai dit, donnez-moi 4 500, je vais aller vous partir ça. Et je l'ai fait. Je suis rentrée le 5 novembre 1967. Et je suis sortie le 1er octobre 2000. J'avais pas grand-chose. J'avais un bureau, un dactylo, une filière. C'est un travail tellement valorisant. J'ai aimé ça. J'ai jamais regretté. De toute cette période-là, je ne l'ai jamais regretté. J'avais dans la tête, on va partir une bonne boîte. La première chose que j'ai décrétée, ça a été de dire qu'il fallait changer l'organisation. Conséquemment, créer une structure pyramidale qui permette de joindre le conseil avec la base, c'est-à-dire s'assurer que chacun des membres fasse partie d'un groupe, d'un petit groupe qui est lui-même rattaché à un groupe plus grand, etc. Alors, c'est de là est venu les délégués syndicaux, les représentants de section, etc. Là. Les délégués, ça a donné l'Assemblée des délégués syndicaux, les représentants de section, le conseil syndical et évidemment le comité exécutif. Et là, bien évidemment, il y a eu toutes les chicanes qui ont suivi ça, parce qu'évidemment, quand vous changez une structure en enlevant du pouvoir à des gens dont le pouvoir est basé sur une représentation par profession, il est clair qu'eux autres n'aiment pas ça. Alors, donc, on s'est battu 2 ans pour réussir à implanter une structure. Je pense qu'on s'est tenu debout. C'était des années de militantisme assez fort. On se distinguait, je pense, comme syndicat dans la fonction publique à bien des égards. Le gouvernement était venu avec des propositions de concession. On commençait le mode concession. Et ça a tourné finalement par des décrets imposés à tous les groupes là, de salariés publics comme parapublics. Et essentiellement pour le SPGQ, il y avait 2 conséquences. Une conséquence commune à tous les salariés, ce qu'on a appelé la piscine, là, une baisse des salaires provisoire pendant 3 mois, coupure de salaire de 20 %. Mais dans le cas des professionnels, des plus hauts salariés, la conséquence de ces décrets-là est des conséquences à beaucoup plus long terme. C'est une baisse permanente des salaires. Et ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est une ambiance de forte solidarité. La grève était largement suivie. Il y avait aussi, dans le fonctionnement d'alors, des assemblées générales qui étaient tenues à tous les 3 ou 4 jours pour reconduire le mandat de grève. Alors, il y avait une forte participation, une ambiance là, de solidarité très forte, avec des débats, je me rappelle, d'assemblées là, avec 2000, 3000 membres, une au Grand Théâtre, là, qui était mémorable en termes de débat. Puis au bout de 9 jours, bien, finalement, les gens ont décidé, là, très démocratiquement, sur recommandation d'ailleurs de rentrer au travail. Le gouvernement tenait une ligne très ferme, mais on s'en allait jusqu'à un certain point dans un mur. Mais c'est pas la peine dans l'âme qu'on est rentré. On est rentré la tête haute. Toutes les négociations dans le secteur public, dans la fonction publique, ont toujours été extrêmement difficiles. Il y a eu des décrets, il y a eu des difficultés parfois à s'entendre avec d'autres organisations aussi. Bon, des fronts communs qui durent, d'autres qui durent moins bien. Mais ce qui a été un peu constant, je pense, c'est le souci des membres de continuer malgré tout à se battre, à être là. L'égalité homme-femme, c'était pas encore à la mode et donc c'était des emplois typiquement féminins. Et l'égalité n'est pas réalisée partout dans la société, mais au moins dans la fonction publique, on a réussi à faire ça. Ça a duré de très longues années. Et c'est les femmes du syndicat qui l'ont porté, et les femmes de ces groupes-là aussi. Mais bon, j'ai un petit peu mis l'épaule à la roue, ça n'a pas été simple. Mais on a fait ces gains-là, très importants aussi pour ces minorités que sont les femmes qui étaient sous-payées.
Moi, j'arrive en juin 1994, élu, bien sûr, et le lendemain où je suis le nouveau président, alors que je n'ai jamais fait de médias, là, tout de suite, le gouvernement annonce qu'il va faire des coupures dans la fonction publique et des coupures importantes. Alors là, il y a la loi 198, il y a la loi 102 qui arrive. Moi, dès le lendemain, je fais des entrevues télé, radio, pour dire le SPGQ, ce ne serait pas faire. Sous Lucien Bouchard, oui, ça a été pas facile. Parce qu'il y a eu plusieurs luttes avec eux autres. Il faut dire que Bouchard tenait le fort. Bouchard était un négociateur au niveau des départs volontaires. Là aussi, il y a eu de la négociation parce que le gouvernement, on pense qu'il était sérieux en disant qu'il allait couper des milliers de postes. Couper dans les occasionnels, c'est couper dans le rajeunissement de la fonction publique, c'est couper dans la jeunesse. On ne pouvait pas être d'accord avec ça. Je pense qu'on a dû s'asseoir avec eux autres pour négocier. Ce qui s'est avéré être les milliers de départs volontaires, ni eux, le gouvernement, ni nous, les syndicats, pensions qu'il y aurait autant de départs volontaires. Autrement dit, les surplus des régimes de retraite ont été tellement alléchants pour des gens qui avaient le goût de partir, puis on parlait de Liberté 55 dans ce temps-là. Alors que plusieurs personnes s'en sont prévalues. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que ça a sauvé des milliers d'emplois d'occasionnels, de jeunes qui ont réussi, après ça, à être titularisés dans la fonction publique. Mais il a fallu que le verrou soit débarré en 2000. Le fait marquant, pour moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la Convention de 2000 où on a réussi à régler la question des occasionnels. Les occasionnels étaient enfermés dans un bassin d'emploi hermétique depuis 1977. Et en 2000, on a réussi à leur donner accès au mécanisme de déclaration d'aptitude, ce qui leur donnait l'accès aux emplois réguliers, leur permettant d'obtenir leur permanence. Il faut être au clair avec la nature de notre rapport de force. C'est un rapport de force politique. Et dans ce sens-là, le SPGQ, à l'époque, on était très présent sur la place publique pour démontrer que la population a des intérêts dans l'issue de la négociation. Les femmes ont vraiment un grand intérêt à prendre aussi les postes de pouvoir parce que ce sont des postes qui donnent de la confiance, qui donnent de la maturité professionnelle, qui donnent de l'autorité. C'est très important, je pense, dans notre cheminement. Puis on peut laisser nos traces. On a le pouvoir informel, mais quand on a du pouvoir formel en plus, c'est là qu'on peut laisser nos traces sur ce qui est important pour nous. Ça a changé ma carrière. Pourquoi? C'était vraiment un autre champ d'activité et je pense qu'une organisation comme le SPGQ est une école extraordinaire au niveau professionnel. Tu apprends l'aspect politique, à jouer avec l'aspect politique. Les femmes, on est fortes d'un contenu, ça, c'est pas trop compliqué. Puis, on comprend toute la machine, l'organisation gouvernementale, les missions gouvernementales et tout ça. C'est vraiment très enrichissant. Je pense que qu'est-ce qui est important que vous reteniez, c'est pas nécessairement les gains, mais c'est minimiser les pertes au fil des années. Parce que la cible est la diminution des conditions de travail partout en société libérale, c'est ça la cible. Donc, la lutte est pour maintenir les gains qu'on a actuellement. Quand je suis devenu président du SPGQ, c'était le gouvernement Charest qui était là depuis 2003. Et ce qui était à l'ordre du jour, d'abord, il faut le rappeler, là, le gouvernement Charest, dès le début de son mandat, a modifié l'article 45 du Code du travail, ce qui a été un changement considérable pour certaines entreprises, mais aussi pour la fonction publique, parce que ça facilitait le recours à la sous-traitance. Et le gouvernement n'a pas fait ça pour rien. C'est que lui, Charest, envisageait, ce qu'il a fait d'ailleurs, d'accentuer le recours à la sous-traitance. Pourquoi?
pour, en quelque sorte, créer une sorte de fonction publique parallèle. Et ça a pesé très lourdement sur les relations de travail. À toute fin pratique, c'est que le gouvernement du Québec a considéré et considère peut-être encore aujourd'hui une bonne part de ses effectifs professionnels comme des espèces de tâcherons qu'on peut, jeter après usage. C'est de la foutaise. La réingénierie, en quelque sorte, c'était d'essayer de soumettre les entreprises publiques, les fonds publics, à tous les parasites qui tournent autour, justement, des cagnottes, que le monde ramasse à grand-peine pour se donner des services. Il y avait 11 000 membres quand je suis rentrée à l'époque. 11 000 membres, maintenant on est presque à 25 000. Ça l'a doublé. On était 17 employés, on est toujours 17 employés. Alors oui, ça l'a grossi beaucoup. Les instances, l'organisation, moi je travaille beaucoup au niveau de l'organisation des instances. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus de travail. C'est plus spécifique, on a plus d'unités parapubliques. La structure, elle a changé un peu, puis il reste encore des changements à faire là, au niveau de la structure. Qu'est-ce qui a changé? On est beaucoup plus de membres qu'on était. Il y a plus de personnel aussi, surtout au niveau des conseillers. Les façons de faire ont changé, bien sûr, avec les technologies qui n'ont pas arrêté d'évoluer. Moi, j'ai commencé ici, je travaillais encore avec une dactylo. Auparavant, les conseillers n'avaient pas d'ordinateur. Donc, nous, on recevait toute la documentation qu'on avait à travailler manuscrit. Donc ça a beaucoup changé. Des fois, c'est pour le mieux, des fois pas tout le temps, mais on vit avec. C'est très, très intense, parce que des fois aussi, on s'attache à des gens, puis on s'attache, mais aussi, ça va bien de travailler avec telle ou telle personne. Puis, bon, nous, on vote pas, évidemment, mais en plus, on doit être neutre parce qu'on ne sait pas avec qui on va travailler, puis il faut accepter le changement. Ça demande beaucoup de disponibilité à ce poste-ci. On ne sait pas à quelle heure qu'on finit. Souvent, le congrès, c'est la même chose. Le congrès, c'est des fois, on dort 3 heures, puis on recommence le lendemain, mais pour moi, un congrès, je compare ça comme un mariage. Et beaucoup d'organisations, c'est fatigant, mais on le voit pas passer. Quelqu'un qui aime ça être dans sa petite routine puis que ça fonctionne toujours pareil, il sera pas heureux là-dedans. Parce que faut que tu t'adaptes à différentes personnalités, puis selon l'équipe qui est en poste, bien, les gros dossiers sont différents. Ce qui se passe avec le gouvernement aussi, tu sais, ça... Donc, il faut vraiment que tu sois adaptable. Assurer le bonheur de l'Assemblée, s'assurer que l'ordre du jour est bien suivi, voir à ce que l'ordre soit bien établi, respecté, que les gens puissent s'exprimer. En gros, là, c'est ça. Un peu comme le président de l'Assemblée nationale à Québec. Il y a des jours où c'est un enchantement, il y a d'autres jours où c'est l'enfer, carrément l'enfer. Puis, comme président de l'Assemblée, on est toujours un peu sur la corde de raide dans les situations difficiles. Parce que parfois, moi, comme président d'Assemblée, on ne se prononce pas sur le contenu. Mais il faut quand même bien saisir ce qui se passe, être au courant, au fait du contenu, pour pouvoir bien s'assurer que la job de président d'Assemblée est bien faite. On a toujours une conception que le syndicat, c'est une gang de vieux qui sont là puis qui font des rencontres et que c'est des enjeux de personnes qui sont plus âgées, des gens qui sont passés leur temps dans la fonction publique, etc. Mais je pense qu'avec les défis que la fonction publique nous présente, des défis toujours sur nos conditions de travail à la baisse, ça devrait beaucoup plus intéresser la jeunesse qui devrait s'impliquer. Les jeunes aujourd'hui, je crois qu'ils sont beaucoup moins intéressés nécessairement par le gain financier que par une vie beaucoup plus structurante, une vie beaucoup plus libre, où ils peuvent faire beaucoup plus de choses à l'extérieur du travail. Donc je pense que c'est des enjeux sur lesquels il faudrait axer au niveau des syndicats. Ça a énormément changé depuis le temps où moi j'ai commencé à militer, où c'était majoritairement des hommes baby boomers, là, proches de la retraite. Sauf qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui et beaucoup plus de jeunes aussi. Donc la délégation tend à se rajeunir. Il faut aller chercher des sujets qui les touchent dans leur vécu.
Donc, c'est par ces moyens-là que les jeunes et les femmes vont commencer à s'impliquer. Donc, par exemple, si une jeune femme part en congé maternité et que ça ne se passe pas nécessairement bien avec les ressources humaines, mais là, elle va se mettre à poser des questions et elle va découvrir que le SPJQ est là pour l'aider et va s'impliquer avec elle auprès de son problème. Et ça va en faire qu'elle, lorsqu'elle sera de retour, elle va dire, bien, SPJQ, ça a de l'allure, fait que moi, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour le SPJQ? Moi, c'est à Côte-Nord. La section I, c'est pour ça part des Escoumins jusqu'à Sept-Îles. Même, on a des membres à Havre-Saint-Pierre. Donc, c'est une région qui est très grande. Et étant donné qu'on est dans plusieurs ministères, plusieurs bâtisses, des fois, c'est un petit peu plus difficile de rejoindre notre monde. Donc, la mobilisation, des fois, est un petit peu plus difficile. Je suis représentant des collèges. Il y a 20 ans, ça ne serait jamais vu. Maintenant, pourquoi ce soit quelqu'un de Montréal? Moi, maintenant, je signe les comptes de dépenses, j'autorise les déplacements. Avec les systèmes informatiques, maintenant, Internet, Google Drive, tous les systèmes, on travaille. Moi, je suis le représentant, mais j'ai mon représentant substitut, il est à Montréal, j'en ai un autre à Jonquière, à Abitibi. Puis on ne tient plus compte des régions maintenant, on ne tient plus compte des distances. Les premières années, c'est mes plus belles, parce que là, j'avais l'impression de partir quelque chose, là, ça a monté, tu sais, de préparer quelque chose, mais je pensais jamais aussi que ça arriverait tout comme ça, que ça grossirait comme ça, là. Il me le disait aussi, là. Toi, t'es là, t'es le syndicat, là. Mais des fois, il m'appelait la présidente. Des très bons souvenirs, de moins bons souvenirs. Je me souviens d'avoir présidé une assemblée générale à Québec. La dernière, d'ailleurs, de l'histoire. On s'est retrouvés 3000. Un matin qui faisait moins 40. Dans le centre des congrès. Il y avait, pour chauffer l'édifice, parce qu'évidemment, c'est pas chauffé... c'était pas chauffé pour moins 40, là. C'était pas prévu pour ça, j'imagine. Il y avait installé des chaufferettes de construction, là. Mais assez rapidement, l'atmosphère a été très chaude. Alors, 3000 personnes... Ça, j'ai aimé ça, présider ça, terrible. Les moments les plus beaux et je crois plus importants, c'est 83, la résistance au décret. Pour moi, ça a été un très, très beau moment, des moments importants parce que, comme groupe, on s'est tenu debout. Pour moi, les assemblées de délégués où il y avait des débats, même quand j'étais jeune délégué, on va dire, ça a été formateur comme ça se peut pas, là. Mes meilleurs souvenirs, c'est les amitiés que j'ai liées. Mes meilleurs souvenirs, c'est la confiance que j'ai eue des gens. Je dirais c'est l'apprentissage que j'ai fait. Ça a influencé mon cheminement de carrière de façon radicale. Ça a changé ma vie. Pourquoi les syndicats n'ont pas la cote aujourd'hui? Il faut que les syndicats se fassent un examen de conscience. Pour moi, je suis venu au syndicalisme par militantisme, par conviction que le syndicalisme n'était pas là exclusivement pour ses membres, mais il était là pour faire avancer la société, des causes sociales. Je crois énormément au mouvement syndical. Nous, on a un taux de syndicalisation au Québec aux alentours de 40 %. Aux États-Unis, c'est entre 10 et 15 %. Donc, si on a une société, naturellement, qui n'est pas parfaite, mais elle est moins imparfaite que d'autres sociétés, bien, le mouvement syndical a apporté sa contribution là-dedans. Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes employés qui ont l'impression que ce qu'ils ont maintenant comme conditions de travail, ça leur est arrivé comme ça. Et ils blâment souvent les organisations syndicales pour ne pas assez s'occuper d'eux, ou alors ne voient pas l'utilité d'un syndicat. Parce que c'est de grosses machines aussi maintenant, la fonction publique, le secteur public en général. Et peut-être qu'il y a peu de prise sur les grands enjeux, mais il reste que, il faut reconnaître, je pense, puis malheureusement, je pense que les jeunes sont décrochés de ça. Le discours ambiant est contre les syndicats aussi. Ils cherchent, je pense, plus que d'autres choses. Parce que les employeurs, en général, se sont raffinés.
Mettons, tu sais, des choses comme on a vu, nous autres, dans les années 70, là, puis qui nous permettaient de faire monter tout le monde aux barricades, puis de faire des choses extraordinaires. C'est moins possible parce que le gouvernement est moins enclin à nous donner de telles occasions. Les organisations syndicales ont de la difficulté à s'adapter. C'est pas uniquement au Québec, là, ont de la difficulté à s'adapter au nouveau contexte plus de globalisation, de mondialisation. Moi, je vois pas tellement la question comme est-ce que les organisations peuvent s'adapter? Mais je me dis les organisations doivent trouver un moyen de s'adapter parce qu'elles sont souvent en déclin. Mais là, lequel et comment, ça, c'est pas simple, là. Parce qu'à un moment donné, il y a des crises qui éclatent, puis on se rend compte que les syndicats existent. Mais en même temps, c'est que les syndicats au quotidien contribuent à, préserver des droits, puis à créer des bonnes conditions de travail ou de meilleures conditions de travail. On peut le savoir davantage quand on n'en a pas de syndicat. Quand on n'en a pas de syndicat, là, on n'a pas de régime de retraite, puis les vacances, c'est à l'avenant, puis les augmentations de salaire, il faut aller se les têter dans le bureau des boss. Quand on est jeune, là, hein, on ne vient pas à l'université, puis on ne va pas chercher un diplôme pour se poigner le cul, puis faire n'importe quoi. Mais quand tu arrives dans la fonction publique puis le patron te dit « Tasse-toi, c'est pas à toi que je donne les mandats, c'est à Ticlin du secteur privé, là. » Ça marche pas. Les jeunes, là, moi, je suis un peu, comment je peux dire ça, écœuré d'entendre dire qu'ils sont pas intéressés. S'il y en a qui s'en souviennent pas de ce qui s'est passé au printemps 2012, il faudrait qu'ils reviennent au jour de ce temps-là pour voir que la jeunesse étudiante, à ce moment-là, a donné, une véritable image de ce dont elle est capable. Quand on regarde aujourd'hui les syndicats en mauvaise presse, en partie à cause de la désinformation puis de la propagande là, des politiques néolibérales et des politiques de droite, du monde financier, etc., mais aussi parce que les syndicats n'ont pas eu beaucoup de gains récemment pour leurs propres employés. Je prévois continuer aussi longtemps que possible. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose que j'aime. Non seulement de par les gens que je rencontre, des gens qui font des professions différentes des miennes, etc., mais aussi pour qu'est-ce que ça m'apporte personnellement. Donc, ça m'a appris à communiquer, ça m'a appris par exemple, à parler de différents dossiers, comme par exemple les négociations, comment ça se passe, l'expliquer à mes membres. Moi, c'est sûr que je veux continuer à m'impliquer dans le syndicat pour un bon bout de temps, là. Je ne vise pas des postes dans le syndicat. Moi, c'est vraiment pour m'impliquer au niveau des membres, de représenter les membres, améliorer les conditions de travail de tous les gens, incluant moi-même. Puis je pense que mon implication va continuer, puis j'ai le goût de continuer dans cette démarche-là, puis d'essayer d'améliorer le SPGQ, puis de le rendre plus fort et plus résistant là, au changement.